Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Holymaker. Du coup, je m'appelle Vivien Salamone, je suis responsable marketing de l'entreprise Holymaker et aujourd'hui, vous êtes participant au webinaire qui s'intitule Accélérer votre processus de prototypage avec Holypress et l'impression 3D. Pendant ce webinaire, je serai le modérateur. On a la chance aujourd'hui d'accueillir l'invité qui est Herman Bur, qui est ingénieur et designer industriel en freelance pour l'entreprise Ove Studio, qui va nous montrer comment, dans son processus de prototypage, la Holypress et les solutions Holymaker en complémentarité avec l'impression 3D l'ont aidé à accélérer ce processus. Je rappelle que ce webinaire arrive à la suite du lancement d'une série de 5 vidéos sur un workshop qui a été tourné dans les ateliers d'Holymaker par Formlabs, l'entreprise Formlabs, fabricant d'imprimantes 3D résine. 5 vidéos qui retracent le processus de fabrication d'un objet dans son ensemble, depuis l'idée du projet jusqu'à la création des prototypes finaux, voire à la production des objets en matériaux industriels. Donc c'est une série de workshops que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Holymaker, dans une playlist Holymaker et Formlabs Workshop sur ces vidéos. On vous mettra le lien dans les commentaires, dans la conversation de ce webinaire. Et donc pour commencer, avant de laisser la parole à Herman, je vais vous faire un récapitulatif sur l'entreprise Holymaker. Holymaker, qui nous sommes? Holymaker, on est une entreprise qui est basée dans le Grand Est, à Metz, et on conçoit, on fabrique et on assemble au sein de nos ateliers de fabrication les Holypress, des presses à injection plastique manuelle verticale. Du coup, à quoi servent ces Holypress? Les Holypress sont utilisées dans plusieurs champs d'application, plusieurs cas d'application. Elles peuvent aussi bien être utilisées pour réaliser du prototypage, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec le retour d'expérience de Herman Bur. Elles peuvent être utilisées aussi dans l'éducation nationale, dans l'éducation aussi à la plasturgie. Elles peuvent être aussi utilisées par des fabricants de plastique pour tester, caractériser leur matière avant de lancer la production de matière. Et elles peuvent aussi être utilisées pour le recyclage des plastiques. Nos presses, elles ont cette particularité pour ceux qui ne connaissent pas Holypress, qui n'ont jamais été confrontés à ces machines. C'est des presses verticales, on peut les voir de haut en bas. On a une trémie par laquelle on insère du plastique. Le plastique va tomber par verticalité dans une chambre de chauffe. La chambre de chauffe va permettre de fondre le plastique et ensuite on va venir pousser la matière à travers ces Holypress grâce à la force manuelle. On va abaisser un levier qui abaisse un piston et qui va faire passer la matière à travers une buse à injection jusque dans un moule. Et aujourd'hui, on va plutôt parler de moule imprimé en 3D, même si le Holypress fonctionne avec des moules usinés en aluminium. Donc, on va passer à la diapo suivante pour faire un petit topo sur les chiffres de Holymaker. Aujourd'hui, on a plus de 400 Holypress qui sont vendus dans le monde entier, dans plus de 30 pays différents. Comme vous le voyez sur le diapo, aujourd'hui, on a 2 modèles de Holypress qui sont disponibles à la commercialisation. On a une Holypress 16 qui permet d'injecter en fait 16 cm3 de plastique et une Holypress 38 à droite en noir qui permet d'injecter jusqu'à 38 cm3 de plastique. Donc, à côté, en tout cas en complément de ces Holypress, Holymaker commercialise une quinzaine de modules et d'accessoires qui permettent d'optimiser et de faciliter aussi l'utilisation de ces machines, comme des meubles adaptés, des systèmes qui vont permettre de chauffer soit les moules, soit la matière, différentes tailles de buses et différents types de buses à injection. Donc voilà, donc un panel complet d'outils et d'accessoires qui permettent d'injecter de manière qualitative. Et Holymaker va aussi, et ça on le voit souvent, va pouvoir aussi vous accompagner, vous rassurer en amont du projet, on a une équipe chez Holymaker qui est à votre écoute. Si vous avez un projet, que vous avez des doutes sur la faisabilité de ce projet, effectivement l'équipe de Holymaker est là pour vous accompagner en amont de ce projet.
Donc comme je le disais sur la diapo suivante, vous pourrez, retrouver, les locaux de Holymaker. On est basé à Metz. Vous pouvez nous poser des questions à l'adresse suivante commercial@holymaker.fr si vous avez besoin de plus de renseignements ou visiter notre site internet holymaker.fr. Donc voilà, maintenant que la présentation, de l'entreprise a été faite, je vais laisser, la parole à Herman, qui va nous présenter son cas d'utilisation et comment il a utilisé la Holypress, dans son processus de prototypage avec, l'impression 3D. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Herman Bur et j'ai créé en 2020 une entreprise qui s'appelle Off Studio, dans laquelle je suis freelance et je m'occupe de design industriel et d'ingénierie de conception de produits. Donc voilà, j'ai commencé en 2020, donc ça fait maintenant 4 ans que j'accompagne des petites entreprises à se lancer dans le développement de souvent leur premier produit. Donc voilà, que je trouve très intéressant, qui permet d'accéder, moi qui venais de plus d'études d'ingénierie de conception, me baser plus sur l'entièreté du projet, de vraiment d'une idée, donc faire le design industriel du produit jusqu'à l'ingénierie qui en suit pour faire son développement industriel. Et donc l'entreprise est j'ai l'agrément C2I qui permet voilà, une compensation d'impôt pour créer ces projets. Petite présentation, donc là pour la présentation avec Holymaker, je vais parler surtout un peu de la phase avant-projet ou pour arriver jusqu'au prototype. Donc en fait, le but du jeu, c'est de baisser les inconnus le plus tôt possible. Donc, c'est-à-dire qu'au début d'un projet, c'est là qu'on a le plus d'inconnus possible. Et c'est un peu dommage de gaspiller de l'argent dans les endroits où on a le plus d'inconnus. Donc, l'idée, c'est de, plus le temps avance, de réduire le plus d'inconnus possible pour après injecter l'argent là où le projet est le plus fiable et où il y a le moins d'inconnus. Et c'est là que le prototypage rapide intervient. C'est vraiment dans cette phase euh, qui est tout en avance d'un projet où on a encore beaucoup d'inconnus et voilà, c'est vraiment les phases d'itération, les premières phases d'itération. On vient démarrer le prototypage rapide et c'est vraiment là que ça intervient. Donc moi, je fonctionne sous forme de boucle créative, j'appelle ça comme ça. Donc c'est-à-dire des formes d'itération pour s'adapter au mieux à chaque phase du projet, pour ne pas perdre le temps, être le plus efficace possible dans le processus. Donc je vais montrer comment je fonctionne juste après. Donc premièrement, donc là j'ai pris l'exemple d'une télécommande, un projet qu'on a réalisé avec Holymaker et Formlabs. Comment réaliser une télécommande filaire ergonomique. Donc, qui dit ergonomie dit appréhension de l'objet dans son environnement. Donc, pour un objet de petite taille, j'ai commencé par de la pâte à modeler. Donc, c'est vraiment l'objet le plus simple qui permet une bonne préhension et d'avoir une sorte d'encombrement de l'objet. Donc, j'ai modelé la pâte et je suis arrivé à une forme qui était plutôt ergonomique. Et en partant de cette forme, après, voilà, j'ai commencé une sorte de boucle créative première où j'ai, par rapport, à partir de l'encombrement de la pâte à modeler, j'ai voilà, vite fait un croquis qui reprenait globalement les dimensions que l'objet me donnait. Et après, à partir de là, j'ai commencé à créer des premiers dessins de comment je pouvais me projeter sur voilà, cette forme un peu en pâte à modeler, patatoïde, la transformer en quelque chose d'objet plus fini, abouti, qui intègre une carte électronique et des boutons et les contraintes fixées par la télécommande. Donc voilà, cette première phase qui permet de ne pas se lancer tout de suite dans la modélisation, déjà d'appréhender le projet et de gagner du temps à ce niveau-là et de repérer les potentiels défauts qui peuvent apparaître. Donc voilà, première boucle ergonomie et sketch. Ensuite, on arrive dans une deuxième phase où on a vraiment plus une idée sur le dessin, une vision euh, artistique, on va dire, ou du design du produit, à quoi il va ressembler. Et c'est là qu'on commence la modélisation, qui va vraiment permettre de faire le lien entre la première pâte à modeler qu'on a eu en main et le produit qu'on a modélisé par rapport au dessin et voir la concordance des deux, c'est-à-dire s'assurer que l'objet qu'on modélise est bien fidèle à l'idée qu'on en avait. Et c'est tout là l'intérêt du prototype ergonomique, c'est d'en ressortir un premier objet hors de l'écran. Donc pour le coup, la FDM vraiment est parfaite pour ça. C'est un moyen de prototypage rapide, très accessible, vraiment rapide pour le coup, dans le sens où il n'y a pas post-traitement très accessible. Et on n'est pas vraiment sur un besoin de qualité très, très prononcé. Là, ce qu'on recherche surtout un bon rapport coût-qualité euh, voilà, pour valider le besoin de l'ergonomique. Donc, c'est vraiment retranscrire la modélisation qu'on a fait sur l'ordinateur en objet réel, le prendre en main et voir voilà, si ça correspond bien à la vision qu'on en avait. Et là, on travaille surtout en volume, donc on travaille vraiment sur un bloc qu'on vient tailler. Et donc là, les modifications sont encore importantes possibles parce que
parce qu'on n'a pas vraiment rentré dans les détails, on n'a pas créé de logement, de nervures, etc., qui vont être basés sur une coque finie. La coque reste encore plastique, donc c'est là qu'on va pouvoir faire une boucle de petites modifications. Voilà, là, ça me fait un petit peu la main quand je la tiens comme ça. Donc, on va pouvoir retailler puis accorder le design, notre vision au produit final, au produit qu'on veut tenir en main. Et une fois qu'on a vraiment trouvé une forme qui nous correspondait bien, c'est là qu'on rentre dans le côté conception technique. Donc, c'est un peu le côté ingénierie, où là, on vient vraiment rendre, faire fusionner l'aspect ergonomique à l'aspect pratique, technique et tout ce qui s'ensuit sur le côté un peu ingénierie, sur l'industrialisation qui va derrière. Donc, c'est-à-dire qu'on vient créer des coques à partir du premier volume plein qu'on a créé, trouver un plan de joint, vider la coque, créer des nervures, voilà, des puits de vis pour assembler les deux, des supports pour faire tenir la carte, comment la faire tenir dans ce logement, puis créer des pièces séparées, c'est-à-dire que bah, créer des boutons qui vont être un ensemble de produits, enfin un ensemble de petites pièces qui vont créer un produit. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'en occupe. Ensuite, on va arriver sur le prototype fonctionnel. Donc là, pareil, c'est pour valider ce qu'on a fait sur l'écran en réalité, dans la réalité. Donc là, souvent, c'est la partie où on va pouvoir utiliser une technologie de fabrication additive plus poussée. Donc moi, ce que j'utilise souvent, c'est la SLA, donc stéréolithographie en résine, ou les MJF SLS, donc Multi-Jet Fusion, qui c'est de la fusion de poudre. Donc qui sont des prototypes plus chers que la FDM, mais qui restent quand même accessibles et qui ont la particularité d'être vraiment très fidèles aux mesures, aux tolérances géométriques. Et ça va vraiment pouvoir permettre de valider que voilà, les vis rentrent bien, les cartes électroniques, son logement est bien de bonnes dimensions, que les deux coques s'emboîtent correctement. Voilà, ça permet de valider comme à la partie ergonomique, mais ici la partie plus technique. Mais le point voilà, négatif à ça, on va dire, c'est qu'aujourd'hui, dans le prototypage rapide, heu, prototypage rapide, on n'a pas de matériaux vraiment identiques aux matériaux qu'on utilisera par la suite. On a toujours, voilà, si on passe par de la polymérisation de résine, ben, on va justement avoir des résines qui vont être faites pour être polymérisées par, par lumière. Donc, elles ont vraiment des caractéristiques plutôt différentes de la réalité. Puis, par le moyen de création, couche par couche, on aura des contraintes mécaniques qui ne sont pas exactement identiques à l'injection plastique. Et c'est là pour moi qu'intervient vraiment Maker, c'est voilà, de faire une première pré-série, premier prototype en vrai plastique. Donc là, on voit bien à l'œuvre pour se rendre compte un peu de la taille du produit. Puis on peut voir derrière une FDM, comme j'ai parlé en premier lieu, et à gauche une SLA pour voir un peu voilà, les dimensions des produits. On n'est pas sur une machine gigantesque. Et ce qui permet pour moi vraiment de valider le côté choix du matériau et sur les épaisseurs de coque qu'on a choisi, le ressenti de la matière et si on veut tester des comportements mécaniques, c'est là que ça devient très intéressant parce qu'on a vraiment le point d'injection qu'on a choisi, l'écoulement de la matière et le vrai comportement qu'aura l'objet final. Donc ça permet de faire une validation vraiment supplémentaire qui n'est pas forcément obligatoire, mais qui est très rassurante par rapport voilà, à l'investissement qu'on peut faire dedans. Et donc on peut s'en servir vraiment de pré-série et de prototype final. Donc là, pour le coup, on a fait une pré-série de cette télécommande. Donc on voit le moule d'injection qui a été imprimé en 3D. Donc ça, ce qui permet vraiment une grande réactivité de ce niveau-là, et de pouvoir tester des matériaux, des couleurs différentes. Et donc voilà, une télécommande assemblée avec des TPE, enfin du plusieurs plastiques. Donc là, il y a du polypropylène en bleu avec des boutons en TPE, d'assembler plusieurs matériaux, voir comment ils réagissent entre eux. Et donc pour résumer un peu tout le processus, donc là, pour le coup, on a vraiment fait en un mois avec peu d'itérations dans le cas où on savait quand même à peu près où on allait, sachant que des télécommandes, il y en a qui existent. C'est un projet plutôt réaliste, donc avec un processus plutôt court, mais on voit que c'est réalisable quand même en un mois de tenir du premier dessin pâte à modeler à un objet vraiment physique en plastique final en un mois. Donc on passe par plusieurs phases, donc comme comme j'ai énoncé précédemment, donc la phase de design, qui va durer à peu près une semaine. Après prototypage avec quelques allers-retours, donc j'ai compté jusqu'à une semaine et demie où on va passer
processus FDM. Après, on passe à la conception technique, une fois que c'est validé. Voilà, 2 semaines et demie. Après, en une demi-semaine, on arrive à avoir le prototype en SLA. Bon, ça dépend si on sous-traite ou si on l'a en interne. C'est forcément plus rapide si on a tout ça en interne. Et après, on passe à la dernière phase, un peu Lean pour avoir un prototype en bonne matière. Où là, pour le coup, il faut prévoir à peu près une semaine parce qu'il y a la conception des moules à réaliser. Donc en général, c'est pas très long, en général, c'est entre 1 à 3 heures, voire 4 heures sur des moules très complexes pour réaliser un moule. Et après, on peut tout de suite passer à l'impression du moule et pour en fait faire l'injection par la suite. Puis une opération, pour le coup, vraiment rapide parce que en 1 minute, notre pièce est injectée. Et du coup, en un mois, on arrive vraiment à avoir, comme je vous ai montré, la, la, la pièce en bonne matière. Et donc là, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a des plastiques connus qui existent, qui peuvent répondre à certaines contraintes comme l'agroalimentaire ou le contact avec la peau. Et j'ai eu le cas avec un client, par exemple, qui avait des besoins en SAV. Donc, ils avaient des problèmes sur leur moule d'injection, leur moule de grande série. Et en fait, ils avaient plus de pièces pour faire les SAV. Ils avaient un problème de tolérance. Et du coup, là, pour le coup, Olimaker a vraiment su répondre à cette demande en réalisant des petites séries tout en évitant de créer un moule d'injection en métal pour répondre à ce besoin et sortir l'artillerie lourde, où il y avait seulement une demande d'une cinquantaine de pièces à créer, et avec un rendu vraiment très, très propre, et de même, on avait le même plastique qu'utilisé pour la série. Donc là, c'était intéressant d'avoir la même réactivité, par exemple, par rapport à la peau, où eux, ils avaient d'abord essayé de régler ce problème par de la poudre, par un processus d'impression 3D, mais ils avaient des problèmes de réaction allergique. Donc c'est là où l'injection plastique permet de vraiment de revenir à la pièce finale. Donc là, le cas de SAV, je trouvais était vraiment parlant parce qu'il permettait de créer une pièce finale avec des outils de prototypage rapide et être très réactif à ce niveau-là. Voilà, j'ai un peu parlé de tout ce processus, comment j'ai intégré la Olimaker dans ce processus, la Olipress, pardon. Mmh, voilà, bah, merci de votre attention. Je vais laisser peut-être Vivien reprendre la main. Oui, oui, alors je te remercie et puis tu vas pas couper ton micro parce Non, non. qu'effectivement, j'ai quelques remarques et quelques questions. Je vais rappeler que, voilà, vous trouverez dans l'outil Teams un onglet dans le haut du bandeau qui s'appelle Q&R, qui est questions-réponses, qui vous permet de poser des questions, de faire des remarques, ou des questions à Herman ou à moi, si vous en avez. Du coup, ben, je te remercie pour ta présentation, Herman. Moi, je vais revenir sur quelques points. Déjà, tu as présenté différents moules sur les slides, et des fois, ben, on voit des moules blancs et des moules gris. Mmh. Donc, ces différentes matières. Donc, est-ce que tu peux revenir sur ton expérience par rapport aux différentes résines utilisées dans l'injection avec Olipress? Est-ce que tu as vu une différence notoire? Est-ce que voilà, il y a des différences notables à prendre en compte sur les résines à utiliser pour fabriquer les moules pour la Olipress? Ouais, donc il y a 2 résines qui sont vraiment utilisées. Il y a la Grey Pro et la Rigid Dica, qui sont 2 résines vraiment efficaces à haute température, mais qui ne sont pas du tout au même coût. Et globalement, ce qui va faire le choix d'une résine ou l'autre, c'est quand même la taille de la pièce, parce que la Rigid Dica est beaucoup plus rigide que la Grey Pro, et elle va mieux tenir des grandes dimensions. Heu, voilà, mieux tenir en tolérance en grande dimension, c'est ça vraiment l'avantage. Hem, Ensuite, il y a un processus utilisé de sablage du moule. Ça, je sais que c'est utilisé sur la Dica, Mmh. qui rend vraiment un aspect qui permet de lisser les couches et de ne pas voir que ça a été fait par une imprimante 3D. Donc ça, c'est assez bluffant. Sinon, dans la différence, ouais, ça arrive de mixer les 2 même. En fait, il faut savoir que la Grey Pro est un petit peu plus souple. Donc des fois, quand on a des assemblages, on peut mettre, une couche, de moule en Grey Pro qui est plus souple et qui permet, voilà, si la pièce doit se déclipser et un peu prise en sandwich, ça permet de la sortir plus facilement, qu'une Dica qui est vraiment très rigide et très cassante.
Donc voilà. Je te rejoins là-dessus, merci pour ta réponse. Et je te rejoins, c'est vrai que Holymaker a dû parfois faire pour des clients des moules même en aluminium, hein. Ça commence à être fait depuis quelques années, des moules en aluminium dans lesquels on met des inserts imprimés en 3D qui permettent soit de personnaliser le moule, soit d'être plus flexible, hein, de ne pas avoir des reprises à faire sur un moule, que ce soit un nom d'entreprise, une annotation, une référence. Alors on préférera ne pas retoucher le moule en alu, ce qui peut prendre du temps et coûter un peu d'argent, plutôt que venir voilà, intégrer un insert imprimé en 3D résine. Et dans le cas, on va choisir soit l'une, soit l'autre. Et dans le cas des inserts, ouais, c'est intéressant de mixer les plastiques pour éviter des grippages ou mieux reconnaître les pièces, même visuellement. C'est plutôt pratique. Et c'est vrai que tout à l'heure, tu parlais de sablage. Je sais que chez Ouais. Maker, le sablage n'est pas seulement utilisé pour avoir un rendu de la pièce qui serait plus lisse, mais ça facilite aussi le démoulage, parce qu'il y a la question du démoulage avec le Lipress et les moules imprimés en 3D. C'est vrai que le sablage sur les moules 10K, par expérience, facilite le démoulage des pièces. Alors, on a une question, donc je vais en profiter. On a Florent, merci Florent pour votre question, qui nous demande quel type de plastique on peut injecter avec l'Olipress. Donc, je vais prendre le relais. Il faut savoir qu'avec l'Olipress, il y a plusieurs choses à prendre en compte quand on se pose la question de l'injectabilité d'une matière. La première, ça va être la température d'injection recommandée par le fabricant. Là, il faut s'en référer à la fiche produit du fabricant de matière. Et effectivement, les Olipress peuvent injecter des matières, faire fondre des matières entre 0 à 320 degrés. Donc toutes les matières qui fondent entre 0 et 320 degrés peuvent être injectées avec la Olipress. La deuxième chose à prendre en compte avec les matières injectées, ça va être aussi le MFI, ça va être le taux de viscosité, le Melt Flow Index. Donc là aussi, il faudra se rapporter à la fiche du fabricant. Et du coup, voilà, plus le MFI va être élevé, plus la matière va être fluide et du coup, plus facile à injecter avec le Olipress, hein. Comme avec le Olipress, on est sur des presses manuelles, hein, il va nous falloir la force humaine pour injecter les matières. Et donc voilà, donc plus la matière sera fluide, moins elle sera visqueuse, plus elle sera injectable avec la Olipress. Voilà, donc un côté température et un côté aussi viscosité. Et aussi, on va aussi parler de tout ce qui est pré-traitement et post-traitement. La Olipress, c'est une presse à injection plastique. Donc, on va devoir recourir à des traitements de la matière en amont ou en aval de l'injection, et notamment de l'étuvage, hein. Ce qu'on appelle de l'étuvage, c'est de passer la matière au four, à l'étuve, en amont de l'injection, soit pour faciliter l'injection, soit pour qu'elle soit que toutes les caractéristiques mécaniques de la matière soient respectées. Donc voilà pour les matières. On a une deuxième question d'Andéol qui nous demande si on peut utiliser des moules en plus de deux parties, donc des moules qu'on appelle des moules à gaufres. Donc effectivement, alors je ne sais pas si toi, Herman, je te sollicite si tu as eu l'occasion dans tes processus de prototypage d'utiliser des moules en plusieurs parties, mais effectivement, on peut. Donc je ne sais pas si toi, tu en as fait Si, moi, j'ai l'expérience. déjà utilisé des moules en 6 parties, je crois. Donc, on peut vraiment atteindre les mêmes complexités qu'un moule en métal. On peut faire avec des noyaux. Il y a vraiment, c'est assez large à ce niveau-là. Voilà, le seul frein par rapport à du métal, forcément, c'est la rigidité. Donc, dès qu'on arrive sur vraiment des petites épaisseurs de parois, bah, il faut pas négliger la casse. Donc c'est ça à prendre en compte. C'est vraiment la casse dès qu'on arrive sur des sections très fines. Euh, voilà, à part les sections fines, on a les mêmes contraintes que un moule en métal. Donc, on peut faire en plusieurs parties avec des noyaux, ça marche très bien. Mmh. Ouais, merci pour ta réponse. C'est ce que j'allais dire. Effectivement, la question des moules est souvent rappelée. Et effectivement, on peut faire des moules en plusieurs parties, des moules à tiroirs, des moules en plusieurs parties, des moules avec des noyaux, des moules où on combine l'aluminium, donc l'usinage aluminium, et les moules imprimés en 3D. C'est ce qui donne ce côté très flexible des solutions Holymaker, c'est qu'effectivement, on a même des clients qui utilisent des moules qui sont faits même
Là, on parle de moules en alu usinés et de moules en 3D parce que Mm. c'est le sujet du webinaire. Il y a des clients qui utilisent des moules dans différentes matières, de la matière qui va fondre dans l'eau, de la matière du bois. Il y en a qui font ça dans du silicone avec des renforts de moules pour permettre la résistance à la pression. Donc voilà, Olipress a cette faculté d'être flexible et de pouvoir voilà, s'adapter à différentes techniques, de procédés de fabrication de moules. Au niveau des techniques de prototypage, Herman, donc là, je sais que tu as parlé de l'impression 3D. Est-ce que tu t'es frotté, est-ce que tu as utilisé d'autres techniques de prototypage? Et est-ce que tu peux nous donner aussi cet élément de comparaison par rapport à la Olipress et l'injection, ou est-ce que tu es passé que par la 3D dans tes process de prototypage? À chaque fois, je passe par une solution de fabrication additive. La Olipress est utilisée quand même en phase terminale du prototype parce que c'est une sorte d'investissement. On va quand même concevoir un moule qu'on vient imprimer en 3D avant d'injecter. Donc, c'est forcément des coûts supplémentaires. Donc, je viens toujours valider un prototype. Enfin, avant de créer un prototype grâce à l'Olipress, je fais un prototype sans poudre, sans stéréolithographie. Donc, il y a toujours la phase prototypage qui vient avant pour, ouais, voilà, pour s'assurer que toutes les pièces rentrent bien et que une sorte de pré-validation, quoi. Je me suis D'accord. rarement lancé dans un là où vraiment c'est intéressant et on n'a pas vraiment le choix, c'est sur les TPE. C'est ça qui est super intéressant avec la Olipress, c'est de pouvoir injecter des plastiques souples, des élastomères dans un moule pour avoir la bonne réaction du plastique. Là où par impression 3D, même si on arrive à avoir des genres similaires, le fait d'imprimer par couche donne des caractéristiques mécaniques différentes et on n'a pas vraiment la même réactivité. Voilà, si on prend des pièces en short, du même short en impression 3D ou injectée, on va dire que la pièce va pas vraiment se comporter pareil. Donc ça, c'est super intéressant. Il y a eu des cas où justement on a fait des flacons en TPE Ouais. qui faisaient joint avec des électrodes. Et là, du coup, on a vraiment pu tester l'étanchéité grâce à l'Olipress. Et pour le coup, il n'y avait pas d'autres techniques de fabrication additive qui s'en rapprochaient. Même si on avait créé un flacon en stéréolithographie souple, la réactivité n'était vraiment pas la même. On n'avait pas la même compression du plastique, même avec le même short. Donc, ouais, pour des solutions, pour pouvoir tester des pièces en TPE, c'est vraiment l'idéal pour le coup. Et ça, des fois, le prototype, avant qu'on le réalise en n'importe quel procédé de fabrication, on n'arrive pas à avoir ce rendu. Donc, ouais, Et, pour les TPE, c'est super intéressant. et c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que tout à l'heure, quand on parlait des différents types de plastique qu'on peut injecter, c'est vrai que j'ai fait écho à qu'est-ce qui est injectable et qu'est-ce qui n'est pas injectable, en référence aux fiches produits. Effectivement, là, c'est intéressant de rappeler que effectivement, les thermoflexibles sont injectables avec la Olipress, hein, n'importe quel short de thermoflexibles peuvent être injectés. Effectivement, il y a différentes matières comme ça sur lesquelles on n'oserait pas aller. Je sais qu'on a déjà essayé pour certains clients du Technomelt, une matière très fluide qui s'utilise dans l'électronique pour faire du surmoulage de cartes électroniques ou d'éléments électroniques. Donc voilà, il y a vraiment ce côté bonne matière, hein. Nous, on appelle ça chez Maker la bonne matière, et c'est ce que nos clients nous disent. On dit, moi, j'ai acheté l'Olipress parce que je voulais injecter la bonne matière, je voulais mon prototype en bonne matière, je voulais pouvoir aller tester ma crémaillère à 3000 tours, je voulais pouvoir, voilà, le test d'effort. J'ai besoin de cette bonne matière. Et ça me fait écho, toujours pour rester sur les bonnes matières, à une entreprise qui avait fait des tests avec l'Olipress, une entreprise de robinetterie. C'est un use case qu'on pose souvent. Effectivement, ils avaient différents types de prototypage, différents procédés de prototypage à leur accessibles. Et du coup, ils avaient de l'usinage de matière, donc l'usinage de la bonne matière et l'injection de la bonne matière. Et donc là, on était sur la bonne matière, mais pas sur le même procédé. Et du coup, ils avaient fait des tests de pression hein, de ces clips de robinetterie. Et donc la pièce, ce connecteur, ce clips usiné, il me semble en pomme, usiné en pomme, résistait à 8 bars de pression et une pièce injectée avec la Olipress résistait à 25 bars de pression parce qu'on était sur le bon procédé et la bonne matière. Donc c'est vrai que pouvoir tester la bonne matière, c'est bien, mais si on peut faire
avec le bon procédé, comme tu disais tout à l'heure, j'ai pu tester différents thermoflexibles ou différentes matières avec le procédé SLA, FDM, en tout cas avec ces procédés de fabrication additive. Je ne suis pas sur de l'injection, donc je n'ai pas les mêmes résultats, en tout cas les résultats Ouais. attendus par l'entreprise. J'ai retrouvé un moule en plusieurs parties. Je sais pas si je peux le partager. Ah ben bien sûr, si tu l'as. Je l'ai sous les yeux, qui était bien complexe. Ouais, bah, tu peux le présenter. Pendant que tu charges ça, je... Ah, bah alors si tu l'as tout de suite. Attends, faut que je repartage autre chose pour ça. Ok. Bah, pendant que tu fais ça, le temps que ça arrive, je vais répondre à une autre question qui a été posée par Didier. Quelles sont les pressions d'injection atteintes par la Holy Press? Donc, les Holy Press sont des presses manuelles. Donc, on a fait différentes études qui nous ont donné différents résultats qui peuvent aller de 0 à 100 bars et même au-delà. Mais comme on est sur de la presse manuelle, tout va dépendre de l'objet qu'on veut injecter, des parois, voilà, de la finesse des parois, de la matière qu'on va injecter. Donc cette question est assez délicate et c'est souvent du cas par cas. Donc voilà, donc s'il y a un objet précis et un sujet précis, Didier, j'aimerais qu'on en parle. Moi, ça m'intéresserait de savoir voilà, d'où vient cette question et est-ce qu'il y a un objet en particulier sur lequel vous vous posez cette question. Donc là, tu nous montres Ouais. le Donc moule en la deuxième pièce partie, c'est injectée, ça? on la voit à l'intérieur. Donc voilà, il y a déjà les deux parties sandwich qui viennent écraser tout le reste. Ouais. Où là, on a des systèmes de tiroirs. Voilà, là on voit que c'est plutôt complexe. Alors, On donc, a une sorte la de pièce, cône. alors juste pour que tout le monde comprenne, hein, donc, la pièce qu'on voit en vert kaki est la pièce Ouais, injectée. Et c'est donc, ça, elle est là. tout le reste est le moule. Et du coup, il y a différentes couleurs. Est-ce que ça veut dire que c'est différentes matières ou c'est juste que c'est des éléments différents? À chaque fois, il y a différentes pièces, différentes surfaces. Donc, D'accord. on voit dans l'arbre le nombre de pièces du moule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est un moule en 7 parties. Donc, D'accord. on voit qu'on peut rentrer dans des moules plutôt complexes. Voilà, c'est juste la petite aparté Non, mais d'avoir retrouvé le moule. c'est très bien, au moins on visualise. On arrive bientôt à la fin de ce webinaire. Je vais vous laisser quelques minutes. Si vous avez encore des questions, je vais laisser aux participants la possibilité de poser encore quelques questions. Je sais que je te fais plein de questions, Herman, mais du coup, pendant que les Vas-y, hein, participants se mettent à poser n'hésite des pas. questions. Du coup, au niveau des conseils que tu pourrais nous donner, parce que du coup, ben, là, ici, tu es celui qui a utilisé la Olipress, des moules en 3D. Est-ce que tu as des conseils ou des tips and tricks, des meilleures pratiques pour maximiser l'efficacité de l'utilisation de la Olipress dans ton processus de fabrication de prototypes? Est-ce que tu as voilà, des petits tips à ne pas oublier, même si tu l'as dit au long de ce webinaire, mais juste qu'on rappelle un peu voilà, les astuces, les trucs et astuces pour bien utiliser la 3D, la Olipress. Bah voilà, après la presse, ça reste de l'injection plastique, donc il faut avoir les mêmes contraintes que concevoir pour l'injection plastique. Donc voilà, tout ce qui est parois homogène, de prendre en compte le retrait de la pièce avant de créer le moule pour pas se retrouver avec une pièce avec d'autres dimensions. Chaque plastique a son retrait différent. Donc voilà, il faut faire le moule en conséquence avec prendre en compte le retrait. Voilà, ce qui va vraiment être pris en compte, bah, être dans les bons volumes. Si on a la 16 cm3, être en dessous de 7 cm3, surtout en prenant en compte les carottes, les évents, toutes les surplus de matière qui va être en plus de la pièce, tous les canaux. Donc ça, c'est un peu à prendre en compte. C'est-à-dire que pour une 16 cm3, il faudrait une pièce d'environ 13-14 cm3 en prenant quelques centimètres cubes dédiés à juste l'acheminement du plastique. Euh, voilà, après, bon, ça dépend si on utilise ce procédé. Si c'est pour valider des matériaux un peu particuliers, je ne vais pas donner ce conseil, mais sinon, rester dans Mhm. les plastiques quand même communs. Ouais. Voilà, du polypropylène qui se recycle bien, qui est facile à injecter. Contrairement à, ouais, il y a des plastiques quand même plus complexes, plus compliqués à injecter. Donc, rester dans des plastiques quand même plutôt faciles. Je pense au PLA qui est assez collant, qui est bien pour l'impression 3D, mais pour injecter, qui est pas terrible, vu qu'il Mm. colle aux parois. Ouais. Voilà, rester dans les plastiques faciles. Après, rester dans des parois aussi d'épaisseur correcte, dans le sens où dès qu'on arrive dans des parois très très fines, de l'ordre, je sais pas, de 0,2, 0,3 mm, faut savoir que pour remplir la paroi de plastique, il faut une pression derrière. Et vu que c'est une pression humaine, on va pas arriver non plus à des pressions de machines qui font la taille d'une pièce. Mhm.
Donc, rester dans des, voilà, entre 0,3, 0,4, 0,5 mm au minimum. Et après, voilà, jusque, je sais pas, 2-3 mm de paroi. Mm. Mais voilà, c'est surtout dans les sections fines où faut pas oublier que la pièce ne peut peut-être ne pas se remplir par manque de pression. Et ça, c'est dû juste à la taille, à la dimension de la machine. Donc c'est là où on pourrait arriver à des limites, voilà. Mais Ok, sinon, globalement, c'est assez représentatif de ce qu'on pourrait faire avec de l'injection classique. très bien. Merci d'avoir répondu à cette question. J'ai des questions du coup, merci d'avoir utilisé le question-réponse. J'ai deux questions. Je vais les lire et puis on verra si on Moi, a je les déjà. vois pas, moi. Ah, elles sont dans la section Q et R. Ouais, mais ça me met qu'il y a rien. C'est pas grave. Donc, on a une question. Quelle recommandation avez-vous pour l'éjection de la pièce? Du coup, tout à l'heure, je parlais Ouais, du sablage qui permettait d'améliorer l'éjection. Mais là, tu vois, dans la pièce que tu nous as montrée, est-ce qu'il y avait des éjecteurs? Est-ce que tu as eu besoin je sais que la réponse est oui, mais du coup, je sais que dans le moule de la coque de téléphone, il y a des petits. Il me semble qu'il y avait des éjecteurs ou en tout cas des emplacements pour faire des trous pour les boutons. Mais est-ce que tu as déjà été confronté à ça? Des éjecteurs ouais. dans les moules. Ouais, ça arrive souvent qu'on place des éjecteurs. Après, ça dépend aussi du moule. Donc d'abord, on met aussi du produit d'émoulage dans les moules avant d'injecter, qui va Ouais. faciliter le contact entre la paroi du moule et la pièce. Donc ça, c'est à ne pas oublier, qui facilite vraiment grandement le démoulage. Mm. Et après, voilà, sur des endroits un peu techniques, on voit que la pièce est vraiment à des géométries complexes. Euh, voilà, on peut un peu déterminer à l'avance que l'endroit-là va être un peu difficile à enlever, surtout si la pièce, voilà, rentre très profonde dans le moule. Donc là, ça peut nécessiter l'ajout d'un éjecteur et ça, on est plutôt habitué à le faire, ajouter des éjecteurs, ça se fait. Voilà, c'est un peu plus long enfin, ça rajoute des phases supplémentaires de petits inserts à ajouter au moule, mais ça se fait très Oui, bien. de manipulation. Ouais, Voilà. effectivement, Et par je contre, voilà, sais. si jamais il y a un noyau dans le moule, des fois le noyau peut servir un peu d'éjecteur ou selon l'appréhension de l'objet. Mm. Ça arrive qu'au bout d'un noyau, voilà, si on a un truc, une sorte de tube fermé, ça arrive qu'on passe un Un grand insert éjecteur au bout métal. pour après taper dedans puis ressortir la pièce. Ouais. Parce que voilà, si on a une pièce, un cylindre, en fait, le plastique va venir se comprimer autour. Là, on pourra avoir du mal à la sortir. Donc voilà, c'est pas obligatoire, mais ça arrive qu'on en mette. Mm. Et puis ça peut se rajouter aussi à la fin. C'est-à-dire que C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'on peut des rajouter fois, des on n'a éjecteurs? pas prévu d'en mettre, on s'est dit, bon, la pièce se démoulera bien. Et on voit en réalité, elle a du mal. Donc là, l'endroit qui bloque, on va faire un perçage dans le moule et rajouter un éjecteur post-création, quoi. Non, mais Donc ça, c'est c'est vrai. intéressant. On a déjà eu le cas, donc Post-production. je suis content que Voilà. tu le notifies. Et donc, dernière question, et on mettra fin à ce webinaire. On a une personne qui nous demande si la résine high temp n'est pas nécessaire, n'est pas forcément nécessaire pour la résistance du moule. Donc, effectivement, je vais répondre. Et puis, si tu as des éléments de Ouais. réponse, Herman, je te laisserai dessus. Effectivement, chez Maker, on a travaillé du coup avec différentes résines pour montrer les capacités et les résistances des résines avec l'injection manuelle Olipress. Les premiers tests que Olimaker a fait étaient effectivement avec la résine high temp de Formlab parce que c'était celle qui était destinée à la résistance de haute température, mais on s'est rendu compte que dans la plupart des cas, cette résine était cassante sur des fines parois. Elle pouvait être très cassante, elle ne résistait pas à l'injection de certaines pièces. Et donc c'est pour ça que Formlabs a sorti sa résine Dika qui, elle, est destinée à l'injection manuelle, mais aussi à l'injection industrielle. Elle est utilisée dans des machines à haute pression de fermeture et haute pression d'injection. Voilà, donc aujourd'hui, on favorisera plus l'utilisation de la résine Grey Pro et la résine rigide Dika plutôt que la résine High Temp. Même si la résine High Temp, tu me le diras, Herman, si tu as eu du retour là-dessus, donner un effet très lisse, J'ai pas eu l'occasion quali-sévère. d'essayer. Ok, Non, c'est tout le temps des 10K et des Grey Pro. ok. Donc voilà, pour répondre à la question des résines, l'item peut être utilisée. Attention, elle peut être cassante, donc on favorisera la Grepo et la Dika. Voilà, c'est ce qui va conclure sur ce webinaire. Je vous remercie de votre participation. Remercie tous les participants d'avoir participé à ce webinaire, accélérer votre processus de prototypage avec la Olipress et l'impression 3D.
Merci beaucoup, Herman, d'être intervenu pendant ce webinaire. Euh, Si il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, soit Herman, soit Holymaker, soit sur notre site internet, le formulaire de contact à l'adresse holymaker.fr, soit grâce à notre adresse de contact commercial@holymaker.fr. Je rappelle les futurs événements Holymaker. Donc, nous serons dès la semaine prochaine au Global Industrie à Paris, du 25 au 28 mars. Donc, si vous êtes visiteur sur ce salon, n'hésitez pas à regarder nos réseaux sociaux. Vous aurez les stands sur lesquels nos outils seront présentés. Voilà, je remercie encore Herman d'avoir participé, tous les participants. Ouais, Et merci. puis, Puis n'hésitez pas si vous avez des questions. On a pu oublier peut-être des sujets précis. Disponibles ouais, par mail, LinkedIn. Voilà, tout moyen d'arriver jusqu'à nous. voilà, et ben merci à tous. Passez une très belle journée et je vous souhaite de belles injections et à un autre webinaire. Au revoir. Au revoir.